Submergée par les eaux et bloquée, c'est l'image désastreuse que présentait la capitale Kinshasa après la pluie qui s'est abattue ce vendredi 11 avril. Des solutions urgentes s'avèrent nécessaires. Le gouvernement d'Union Sacrée est une réponse adéquate à la guerre d'agression. Ces propos sont de l'archevêque Évariste Jiba qui réagissait à la tenue des consultations politiques. En dehors de nos frontières, les bourses européennes ont à nouveau basculé dans le rouge ce vendredi 11 avril. Ce, après l'annonce de Pékin de porter à 125% ses surtaxes sur les produits américains. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, la navigation nocturne et la surcharge sont là. Les causes du naufrage de la baleinière Jados qui a coûté la vie à 72 personnes. Nelson Lokondo, membre de la société civile de l'Équateur, qui l'évoque, dénonce en même temps la légèreté du commissaire pluvial de la dite province. Il a été joint au téléphone par Rachel Adasaliwala. 70 morts et plusieurs dégâts matériels selon les dernières informations sur le naufrage du bateau Jados qui s'est produit au niveau du marché Mubenzeno dans les territoires des Bomongo à l'Équateur. La société civile évoque la cause de cet accident. Oui, la province, il y a Équateur, le territoire, il y a Bomongo. Le bilan provisoire pour aujourd'hui est estimé à 72 morts. La cause principale de cet incident est la navigation nocturne, mais également la surcharge. Il y avait beaucoup de personnes entassées sur cette baleinière et surtout les manques d'observance des instructions, telles que le port des gilets de sauvetage. Ici à l'Équateur, les instructions sont bafouées. Je pense que le commissaire fluvial de la province travaille avec beaucoup de légèreté. Il n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour une bonne navigation. Gilet de sauvetage, mais mobeko na Équateur, ils allaient respecter pour la commissaire fluvial à Équateur. Cette situation de naufrage sur le fleuve Congo est récurrente. Les autorités de ce secteur sont appelées à prendre cette situation à bras le corps pour éviter ce genre de drame qui endeuille le pays. Une pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Kinshasa ce vendredi 11 avril, provoquant de nombreux désagréments. Plusieurs routes étaient bloquées, submergées par les eaux qui ont envahi les chaussées de la capitale. Des mesures urgentes doivent être prises pour pallier cette situation. Rachel Adasaliwala, encore une fois de plus. Des maisons et des routes inondées par la pluie qui s'est abattue ce vendredi 11 avril dans la ville de Kinshasa. Des Kinois contraints de rester là où la pluie les a trouvés pour éviter de se faire piéger. Plusieurs acteurs de la capitale congolaise sont impraticables. Des caniveaux bouchés qui ont aggravé la situation, empêchant les drainages des eaux des pluies qui ont envahi la ville. À chaque fois qu'il pleut à Kinshasa, c'est un nouvel épisode tragique qui met en lumière une crise urbaine profonde. Disons que l'absence des politiques d'aménagement durable, le mauvais état des routes, l'encombrement des caniveaux et la faiblesse des services d'urgence aggravent la situation. À cela, il faut ajouter les destructions dues également au débordement de certaines rivières de la capitale qui sont remplies d'immondices. Après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes, pas encore totalement réparées, la peur d'assister à un désastre est omniprésente. Le mois d'avril est réputé pluvieux. Les dispositions doivent être prises pour éviter une catastrophe plus grande. En attendant, les Kinois continuent de vivre dans l'angoisse de la prochaine pluie. Sur cette même lignée, lors de son intervention ce vendredi 11 avril à la plénière de l'Assemblée nationale, le député national Jean-Jacques Mbungani a sensibilisé les élus sur les conséquences sanitaires susceptibles de survenir après les récentes inondations qui ont frappé la capitale Kinshasa. Ces propos ont été recueillis par Rachel Adasaliwala et C.M. Bavou. L'essence de mon intervention est d'alerter les élus du peuple sur le risque immédiat d'une aggravation de cas de paludisme consécutif à ces inondations, ce qui viendrait encore alourdir le fardeau déjà immense porté par nos compatriotes touchés par cette catastrophe. En effet, il est scientifiquement avéré que les moustiques vecteurs du paludisme prolifèrent dans des environnements propices tels que les flaques d'eau et les eaux stagnantes. Or, après des inondations, ces conditions se multiplient, entraînant une explosion des gîtes larvaires et favorisant la présence accrue des plus à risque, apparaît comme la réponse la plus adaptée à court terme. Par ailleurs, si le vaccin antipaludique était disponible, une vaccination d'urgence
ciblant les populations les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, devait être immédiatement envisagée. Honorable Président, notre pays est confronté à un fardeau considérable lié au paludisme, une maladie qui ne cesse de s'aggraver, notamment en raison du changement climatique. À titre indicatif, les chiffres des 2 dernières années sont alarmants. En 2023, 27 millions de cas de paludisme, dont 2,4 millions de cas graves. 22 000 décès. En 2024, 29 millions de cas et 2,7 millions de cas graves. 21 000 décès. Compte tenu de la forte prévalence du paludisme et du risque élevé d'une recrudescence des cas graves à la suite des inondations survenues samedi dernier à Kinshasa, je sollicite, Honorable Président, parce qu'à ce jour, aucune mesure n'a été prise par le gouvernement dans ce sens, l'intervention urgente du Bureau afin qu'il interpelle immédiatement le gouvernement de la République pour la mise en place des mesures de protection indispensables à la sauvegarde des vies de nos compatriotes menacés par cette situation. Et pour clore ce chapitre, 42 écoles détruites, 73 établissements de santé endommagés, plus de 3 000 maisons touchées, 30 000 ménages sinistrés, 10 ans de santé touchés. C'est ce qui ressort du rapport de l'Institut national de santé publique sur les inondations à Kinshasa. Rachel Mavitidi pour plus de détails. C'est un rapport d'alerte sur les dégâts causés par les inondations du 4 et 5 avril dernier à Kinshasa. Le dit rapport révèle 42 écoles détruites, 73 établissements de santé endommagés, plus de 3 000 maisons touchées, 30 000 ménages sinistrés, dont plus de 4 000 personnes hébergées dans les sites de l'Institut Lumumba, Tata Raphaël et Stade des Martyrs. 10 zones de santé touchées, notamment Binzaozone, Kingabwa, Kisenso, Matete, Maluku, Massina, Mongafula 1 et 2, Limete et Njili. L'Institut national de santé publique a enregistré 13 décès, 164 blessés évacués et 6 disparus. Le rapport attire l'attention sur le risque élevé de maladies hydriques comme le choléra, la typhoïde, qui pourraient affecter la santé publique à Kinshasa. Entre-temps, dans les sites d'hébergement, les sinistrés vivent dans des conditions précaires. Pour contenir la situation, le rapport recommande la protection des sinistrés, la réhabilitation des maisons et infrastructures détruites comme les écoles, les ponts. Il faudrait également approvisionner les zones de santé touchées en médicaments et équipements médicaux. Enfin, le rapport plaide pour la mobilisation des fonds destinés au secours d'urgence en faveur des sinistrés et à la réhabilitation de plusieurs infrastructures détruites par les inondations. En politique, le gouvernement d'union nationale est une réponse adéquate pour que la guerre d'agression cesse pour ceux qui n'ont pas participé, à l'instar de Kabila et Katumbi. Cela ne veut pas dire que le Congo ne serait pas le Congo sans eux, bien qu'ils soient fils du pays. Le plus important serait de participer, car il ne faut pas tuer les Congolais pour se faire accepter. Ces propos sont du président de l'église du Réveil au Congo, l'archevêque Évariste Ejiba, qui réagissait à la tenue des consultations. Regardez. Quoi de plus que l'union nationale? Donc l'union fait la force, ensemble nous sommes forts. Nous disons, le gouvernement d'union nationale est une réponse adéquate pour que cette guerre d'agression puisse... Vous savez, la communauté internationale nous soutient, mais nous-mêmes de l'intérieur, nous devons montrer cette cohésion-là que nous aimons notre pays. Nous voulons vraiment l'intégrité territoriale. Et donc, taire les querelles, sauver d'abord la nation et le reste après. S'il y a 5, sinon 4 sont d'accord, et alors automatiquement, vous pouvez comprendre par là que ce n'est pas tous, c'est juste quelques-uns, pour des raisons qui leur sont propres. Et moi, je ne suis pas venu faire la propagande des noms ici, mais si j'étais autorisé par les auteurs, j'allais te contredire dans ton opinion. Qui vous a dit que sans Kabila, le Congo ne serait pas le Congo? Qui vous a dit que sans Katumbi, le Congo ne serait pas le Congo? Mais c'est une mauvaise façon de concevoir une nation. C'est vrai que ce sont des fils de pays qui, chacun a une partie de la population derrière lui, mais ils n'ont pas tous les Congolais derrière eux. Donc c'est pour dire, ils sont importants qu'ils puissent trouver, voir le Congo
Et il ne faut pas tuer les Congolais parce qu'il faut se faire accepter. Non, c'est une mauvaise théorie. Coopération, on en parle, le port en eau profonde de Banana en construction sera livré à la République démocratique du Congo en 2026. C'est l'assurance que DP World a donnée à la première ministre Judith Suminwa. C'était lors des échanges que les deux parties ont eu le jeudi 10 avril à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Patrick Issou. La première ministre qui a pris part à Annual Investment Meeting Congress 2025 à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis a fait le déplacement de Dubaï, rencontrer le staff dirigeant de DP World, un des plus grands opérateurs portuaires dans le monde. Avec son président directeur général Sultan Ahmed bin Sulayem, Judith Suminwa s'est apaisantie sur le déblocage de la situation du port en eau profonde de Banana, projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Ainsi, des engagements fermes ont été obtenus pour la poursuite des travaux et surtout le délai de son ouverture. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. La construction de ce port en eau profonde à Banana reste un projet qui incarne la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ce port permettra à coup sûr d'assurer le développement en renforçant les capacités d'exportation du pays tout en offrant un accès abordable aux marchés internationaux. Et sur cette même lignée, le staff dirigeant de DP World, firme qui construit le port en eau profonde de Banana, se réjouit de l'échange avec la première ministre Judith Suminwa. Son président directeur général l'a dit à la presse, c'était lors du déplacement de la chef du gouvernement congolais à Dubaï aux installations de DP World du jeudi 10 avril 2025. Patrick Issou revient. L'accord signé par le gouvernement central de la République démocratique du Congo avec DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial, constituant la construction d'un port en eau profonde à Banana dans la province du Congo central. Ce géant opérateur portuaire aménage un quai de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir les plus grands navires qui effectuent les traversées des océans et autres mers à travers le monde. Ce port, qui sera doté des technologies les plus récentes, aura une capacité de 450 000 équivalents 20 pieds par an. Le président directeur général de DP World s'est réjoui de la présence de la première ministre à Dubaï, discuter avec lui. We are honored to meet Her Excellency the Prime Minister. We actually been waiting for this visit. Nous sommes contents de rencontrer la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous attendions cette visite. C'est vraiment une grande opportunité de s'asseoir avec la première ministre de la RDC et de discuter des projets du port. Je suis vraiment content que la première ministre nous ait donné 100% de soutien en s'assurant que ce projet se termine à l'heure avec la meilleure qualité. We actually been waiting for this visit. Cette avancée démontre que les déplacements de la première ministre ne sont pas des voyages de plaisance, mais des missions stratégiques pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Son déplacement à Dubaï illustre parfaitement l'engagement du gouvernement souminois à faire avancer ce projet important pour l'économie du pays. Sécurité à présent, après le retrait du 1-23 de Walikale, plusieurs munitions et restes explosifs de guerre sont découverts dans plusieurs quartiers de cette commune rurale, dont la plupart des cartouches sont visibles dans les rues et même dans les maisons qui étaient occupées par les rebelles du 1-23. Plus de détails dans ce commentaire signé Rachel Adassaluala.
Dans le quartier Nyalusukula sur l'avenue Moba, un habitant qui débroussaille autour de sa maison a cogné une grenade avec sa machette. Celle-ci a explosé jusqu'à les blesser grièvement. La victime a été conduite à l'hôpital général des références de Walikale pour les soins. Son état est critique. Sur l'avenue Mombo Sud, dans le même quartier, une grenade non explosée a été découverte dans la construction d'un habitant ce même jour. Les jeunes du quartier ont encerclé l'engin explosif pour protéger la population et éviter sa manipulation, surtout par les enfants. Dans le même quartier, une roquette qui aurait été tirée par les belligérants à partir de la colline abritant le bureau administratif du territoire de Walikale lors des combats dans la cité qui n'avait pas explosé a été découverte près d'un buisson. Celle-ci a déjà été déterrée par des experts en déminage de l'armée. Au quartier Kangambili, des soupçons sur la présence d'une mine dans un corps sans vie se répandent dans la cité. Les membres de la Croix-Rouge qui se sont rendus sur les lieux dont l'objectif d'enterrer ce corps se sont réservés suite à la difficulté d'identifier l'objet se trouvant sur les corps. Les responsables du service d'ICCAS des forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé une phase de sensibilisation des autorités des bases sur les dangers liés à la manipulation des restes explosifs des guerres afin que ces dernières répercutent les messages auprès de la population dans le but de prévenir les pires. Et cette bonne nouvelle, des pommes de terre pousseront désormais à Mbanza-Ngungu dans le Congo central. Elle découle d'un projet pilote qui vient d'être lancé dans cette ville, un partenariat italo-congolais qui ouvre une nouvelle ère à Tisville et surtout pour la République démocratique du Congo. Patrick Isonzandibo. Il constitue une nouvelle ère pour la ville de Mbanza-Ngungu dans le Congo central. La culture des pommes de terre, un aliment aussi prisé par des milliers de Congolais qui à chaque fois déboursent autant d'argent pour s'en procurer, sera à la portée de leurs mains, surtout avec le projet italo-congolais visant la culture de pommes de terre. Fruit d'un partenariat entre des coopératives agricoles congolaises et une firme italienne spécialisée dans ce domaine, ce projet repose sur un protocole d'accord récemment signé selon une collaboration internationale axée sur l'innovation, le transfert des compétences et la production